Le 14 juillet 1789, le peuple de Paris prend la Bastille. Le 4 août, les privilèges de la noblesse et du clergé sont abolis. La Révolution est désormais en marche et elle met à bas l'Ancien Régime et ses symboles. La Révolution a créé un roi des Français, veut que désormais on s'exprime au peuple en français, considère que les fleurs de lys sont un symbole de la monarchie qui est révolue. Bref, le souverain qui est devenu un souverain constitutionnel doit, ou plutôt on lui impose sur son monnayage, faire apparaître une nouvelle symbolique. Et donc, à partir de 1790, on crée de nouvelles empreintes, de nouvelles effigies du souverain, mais avec les symboles révolutionnaires. Alors, le souverain est vieilli, forcément, par rapport à 1774. On peut même dire que les révolutionnaires l'ont relativement maltraité, parce qu'on sait Louis XVI gros, mais il faut voir ses pièces, il y est très imposant. Face à la déliquescence de son pouvoir, la fuite hors du royaume de Louis XVI s'avère être la meilleure solution. Se sentant trop à l'étroit à Paris, il s'évade de la ville comme un clandestin. Mais à Varennes, le maître de poste, Jean-Baptiste Drouet, le reconnaît. Lorsque Louis XVI s'enfuit à Varennes, la personne qu'il reconnaît est un ancien militaire qui a travaillé à Versailles, et donc qui a déjà vu le roi plusieurs fois. Mais le problème, c'est que, comme évidemment il est déguisé en bourgeois, la population qui est autour de lui ne le croit pas. Et l'anecdote dit qu'on a sorti une pièce de monnaie sur laquelle il y a donc le portrait du roi. Ce n'est pas les écus que les gens avaient fréquemment en main, ni les louis encore moins, mais c'était des pièces de 2 sols, ou les pièces d'1 sol et 2 sols, sur lesquelles il y a le portrait du roi. Tout le monde connaissait le portrait du roi qu'il y avait sur les 2 sols et sur les sols. Et il a été reconnu par son portrait monétaire. Lorsque la monarchie tombe, que la République la remplace, qu'on a coupé la tête au roi, sur l'une des faces du numéraire, à savoir celle où il y avait le portrait du souverain, on décide désormais qu'il va falloir faire figurer autre chose. Et c'est là que la monnaie devient, pourrait-on dire, œuvre de propagande. Elle va commencer là, réellement, à véhiculer des messages nouveaux. Elle va véhiculer ce que le peuple ne connaît pas encore, c'est-à-dire les nouvelles valeurs de la République. Les révolutionnaires héritent d'un État terriblement endetté. Le poids du service de la dette, c'est la moitié du budget de la monarchie, c'est-à-dire seulement le remboursement de la dette. L'État n'ayant plus dans ses caisses suffisamment d'argent et d'or pour frapper des monnaies, décide d'imprimer du papier sur lequel il va donner une valeur libératoire. L'idée est donc de créer un papier-monnaie, mais un papier-monnaie dont on garantit que lui ne perdra pas de valeur. Pourquoi ? Parce qu'on va le gager sur l'une des plus grosses richesses du pays, les biens du clergé. Problème, on crée du papier-monnaie avant d'avoir vendu l'intégralité des biens du clergé. C'est sur une estimation des biens du clergé que l'on crée une masse de papier-monnaie que l'on appelle les assignats. La monnaie telle qu'elle est conçue depuis le 7e siècle avant Jésus-Christ jusqu'à la Révolution française, c'est une monnaie basée sur la valeur métallique des espèces, en or, en argent ou en bronze, qui sont les 3 métaux monétaires principaux. Donc en fait, votre monnaie, elle accourt pour le poids de métal qu'il y a à l'intérieur. Avec un assignat, évidemment, il n'y a pas de métal précieux, il n'y a qu'un bout de papier. Donc il faut avoir confiance, c'est le mot fiduciaire, qui vient de fides en latin. Il faut avoir confiance dans cette monnaie, puisqu'elle-même n'a aucune valeur. Au début, effectivement, les gens ont relativement confiance et acceptent ces billets. Et puis petit à petit, la confiance s'érode, parce que si vous voulez aller à la banque changer votre assignat contre de l'or ou de l'argent, vous vous rendez bien compte que finalement, vous ne pouvez pas. À un moment, les assignats ont perdu quasiment 100% de leur valeur. Plus personne n'en voulait, y compris des mendiants qui refusent l'aumône en assignat, parce qu'ils savent que de toute façon, avec ce bout de papier, ils ne pourront rien faire. Refuser d'utiliser des assignats ou de les changer contre de la monnaie métallique, ça peut vous conduire devant le tribunal révolutionnaire, et s'il s'agit d'une mauvaise charrette, de vous conduire à l'échafaud, finalement, pour un délit relativement mineur. C'est vraiment une période où le gouvernement essaie de s'imposer par la force, ce qui évidemment ne va pas fonctionner très longtemps.
Les déviances des dirigeants du nouveau régime, les centaines d'exécutions sommaires commises au nom de la Révolution, lassent et mécontentent la majorité des Français qui aspirent désormais au retour à un ordre plus traditionnel. Un général ambitieux apparaît alors sur la scène de l'histoire, le général Bonaparte. Bonaparte arrive sur cette période-là, c'est-à-dire que lui s'illustre surtout au départ dans les guerres révolutionnaires. Il a une popularité qui grandit, il a un génie certain politique, et très rapidement, il va prendre le pouvoir sous le nom de Napoléon. Le monnayage de Napoléon est très étonnant, à mon sens, dans le fait qu'il oublie tous les principes posés par la Révolution pour reprendre ceux de la monarchie. On peut le voir en numismatique, c'est très amusant à regarder parce que les premières pièces, les fameux francs germinal, apparaissent encore sous le consulat. Sur les premières pièces en francs, vous avez le nom de Bonaparte Premier consul, avec République française. Ensuite, vous voyez apparaître l'Empire, et là, on a Napoléon et encore République française. Et puis après, évidemment, il y a Napoléon et Empire français. Donc on voit bien l'évolution politique sur la numismatique. Cet homme héritier chargé, dit-on, de terminer la Révolution, fait apparaître son portrait comme le faisaient les rois de France.